compte à rebours peut maintenant commencer. Dans 4 jours, les cardinaux vont s'enfermer dans la chapelle Sixtine à Rome et ils n'en sortiront pas avant qu'une fumée blanche ne s'élève dans le ciel du Vatican, signe bien sûr qu'un d'entre eux aura été élu pape. La date de ce conclave a été fixée après de longues discussions. Notre envoyé spécial, Alexandra Chatska. Depuis une semaine qu'ils se réunissent plusieurs fois par jour dans la salle Paul VI du Vatican, finalement, cette 8e conférence générale était la bonne. S'y rendant un peu en retard, le cardinal Marc Ouellet le savait. Les 150 princes de l'Église venus du monde entier étaient sur le point de prendre la décision. Le prochain conclave pour choisir le successeur de Benoît XVI commencera le 12 mars dans l'après-midi. Certains viennent tout juste de l'apprendre, comme ce couple de Parisiens. Je regrette que ce soit après mon départ. Voilà, je repars lundi. Et je regrette. Ça me touche bien évidemment et j'espère évidemment que les choix seront les bons. C'est dans cette salle de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange au début du XVIe siècle, que les 115 cardinaux électeurs se réuniront pour voter 4 fois par jour. Ils habiteront sans aucune communication avec le monde extérieur dans cette résidence à l'intérieur des murs du Vatican. Selon ce vaticaniste, le conclave devrait durer plus longtemps que la dernière fois, lorsqu'en 24 heures, on a choisi Benoît XVI, considéré comme un pape de transition. Les choix, ça devait être un peu plus difficile, car ils ont abordé lors des congrégations générales vraiment tous les thèmes, à partir du thème de la femme, de la bioéthique, les problèmes de la gestion de l'Église, les scandales, tout a été touché. Une décision d'autant plus difficile que plusieurs noms de papabili circulent sans qu'aucun ne se détache vraiment. C'est une grosse décision. Je n'exclus pas qu'elle puisse être prise relativement rapidement, mais ça m'étonnerait franchement qu'en 2 jours, ils vont élire tout de suite un pape. Plusieurs ici espèrent pourtant le nouveau pape le plus vite possible, comme ce père blanc. Ils trouveront les éléments nécessaires pour choisir un nouveau pape. Je pense qu'il ne va pas durer trop longtemps parce que de toutes les façons, il faudrait qu'on ait un pape pour les dimanches des Rameaux, par exemple. Les paris sont donc ouverts non seulement sur l'identité du prochain pape avec une dizaine de favoris, mais aussi sur la durée du conclave. Pendant ce temps-là, les cardinaux se préparent à vivre coupés du monde pour prendre la décision attendue impatiemment par 1,2 milliard de catholiques. Alexandra Chatska, Radio-Canada, Rome. On retrouve maintenant Alain Crevier à Rome. Alors, après une semaine de réunion, Alain, il faudra encore attendre jusqu'à mardi. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce pré-conclave qui s'étire vraiment? Bien, mine de rien, ça va faire dimanche, ça va faire 1 mois que Benoît XVI a annoncé qu'il allait quitter ses fonctions. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont spontanément dit, bien, les cardinaux, ils ont eu le temps de réfléchir tout ce temps-là. Quand ils vont arriver à Rome, ils vont convoquer le conclave et, en l'espace de quelques jours, il y aura un nouveau pape. C'est pas du tout ça qui s'est produit, puis on en a la preuve. En choisissant le 12 mars, donc mardi prochain, comme entrée au conclave, on comprend de ça que les cardinaux ont encore des réflexions à faire avant d'entrer au conclave. En tout cas, le conclave lui-même risque d'être plus rapide, d'autant plus qu'il faut un pape avant Pâques. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, choisir un pape, ça a déjà pris beaucoup de temps. 1 an, 2 ans, et même, à la limite, là, le plus long, je crois que c'est tout près de 3 ans. Au 20e siècle, c'est une toute autre histoire. Le plus long conclave a duré 5 jours, le plus court, 2 jours. Et vous avez raison, on a probablement pas mal de cardinaux aujourd'hui qui rêvent d'avoir un pape avant les célébrations de Pâques. Merci, Alain. Ça me fait plaisir. À bientôt. Maintenant, au Venezuela, les obsèques du président Hugo Chavez ont été à la hauteur du flamboyant et controversé dirigeant qui rêvait de révolutionner son pays. Des chefs d'État et de gouvernement de 4 continents se sont déplacés pour l'événement. De Caracas, notre correspondant pour l'Amérique latine, Jean-Michel Leprince. Pratiquement tous les leaders d'Amérique latine étaient présents pour former les gardes d'honneur. Au premier rang, les proches, les Castro, Correa, Morales, Ortega. Mais aussi ceux qui n'étaient pas sur la même longueur d'onde politique qu'Hugo Chavez. Les relations sur le continent sont bonnes. Et puis des invités très spéciaux, des amis personnels, les présidents du Bélarus, Alexandre Loukachenko, et de l'Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Hugo Chavez était très religieux, 3 représentants de différentes églises lui ont rendu un dernier hommage. Il adorait la musique. Le chef prodige Gustavo Dudamel dirigeait des musiciens qui ont interprété des chansons favorites du président défunt. L'hymne national aussi.
C'était enfin des funérailles politiques. Le vice-président Nicolás Maduro a repris les thèmes et les expressions habituelles de Chavez. Compagnon de route du commandante dès les premiers jours, toujours dans l'ombre du leader, il s'est révélé un orateur surprenant, passionné et émotif aussi. Le commandante Chavez est resté invaincu, unique et vivant pour toujours, dit-il. Commandante, ils n'ont jamais pu vous vaincre, ils ne l'ont pas pu, ils ne le pourront jamais avec nous. Jamais. Rassemblés autour du sabre du Libertador Simon Bolivar, les principaux ministres d'Hugo Chavez, qui sont tous aussi ses anciens compagnons, ont juré de perpétuer le chavisme. Jean-Michel, Nicolás Maduro, le dauphin de Chavez, est donc prêt à reprendre le flambeau. Il a d'ailleurs été assermenté ce soir. Oui bien Pascal, l'après Chavez est bel et bien commencé et vite puisque ce n'est pas le président de l'Assemblée mais le vice-président Nicolás Maduro qui a été assermenté devant l'Assemblée nationale. L'opposition a crié au viol de la Constitution, elle a boycotté l'assermentation. Bref, les hostilités ont commencé, ça va nous conduire à l'élection qui techniquement pourrait avoir lieu au plus tôt le 14 avril. Merci Jean-Michel. Bonsoir Pascal. L'application rigoureuse de la loi ne veut pas dire, par ailleurs, des méthodes trop rigides. Les critiques dans l'affaire Pastagate ne resteront pas sur leur faim, si vous me permettez le jeu de mots. Une première tête a roulé dans la foulée des excès de zèle de l'Office québécois de la langue française. La présidente quitte ses fonctions, un changement qui fait partie d'une réorganisation de cet organisme. Normand Grondin. Sérieux coup de barre à l'Office québécois de la langue française. En réaction à ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Pastagate, la ministre Diane de Courcy passe un grand coup de balai dans les bureaux de l'Office. Dans la foulée des changements qui vont s'opérer à l'Office, je vous annonce le départ de Mme Louise Marchand à titre de présidente directrice générale. L'affaire Pastagate, en référence au restaurant montréalais Buonanotte, qui était l'objet d'un excès de zèle des inspecteurs de l'Office, a sérieusement secoué cet organisme chargé de l'application de la Charte de la langue française. On n'a pas tous été très fiers, hein, mais je vois aussi que c'est une opportunité. Alors, je profite de l'opportunité de cette crise-là pour en faire une opportunité de modernisation d'un office qui est tellement important pour l'ensemble du Québec. La ministre parle d'un véritable changement de culture. L'OQLF sera moins orienté sur l'enquête et les poursuites et plus sur la communication et l'accompagnement avec les entreprises. Massimo Lecasse, propriétaire du Buonanotte, espère que ces changements vont améliorer les choses. Est-ce qu'on devrait plutôt pas se concentrer sur des idées un peu plus importantes pour sauvegarder la langue française? Si on commence à s'y prendre à des cas ridicules comme le mien, de choisir d'encercler le mot pasta, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui où est-ce qu'on est à l'OQLF. Quant à la députée Nathalie Roy de la CAQ, elle espère que le remplaçant de Louise Marchand fera preuve de plus d'ouverture. Nous, on espère que le gouvernement va nommer de façon permanente à la tête de l'Office québécois de la langue française quelqu'un de jugement, quelqu'un de discernement et quelqu'un qui va rétablir la crédibilité de l'Office québécois de la langue française. C'est M. Jacques Beauchemin, sous-ministre associé à la langue française, qui va diriger l'Office par intérim. La ministre compte sur lui pour mettre rapidement un peu d'huile dans les relations parfois grinçantes entre les fonctionnaires et les restaurateurs. Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal. Maintenant, sur la scène fédérale, Ottawa juge inutile d'intervenir pour protéger le français dans les entreprises de compétences fédérales au Québec, comme par exemple les banques. Le ministre Christian Paradis justifie son rejet d'un projet de loi en ce sens du NPD en se basant sur un mince rapport que l'opposition qualifie de bidon. Daniel Thibault. Le français est-il en perte de vitesse dans les entreprises de compétences fédérales installées au Québec? Est-il temps pour Ottawa d'intervenir? Et à la lecture de l'étude, la réponse est non. L'étude, c'est ce document d'une vingtaine de pages, rédigé par 3 sous-ministres fédéraux, commandé cet automne par le ministre. Bien loin du comité qu'avait promis Christian Paradis en 2011. Ce rapport-là, on peut le dire, il sort d'une boîte à surprise. C'est un rapport qui est arrangé avec le gars des vues. Un simulacre de comité, 3 sous-ministres ou 3 fonctionnaires qui font une étude, semble-t-il, dans une douzaine d'entreprises, alors qu'il y en a plus de 1270. Pas de fleurs non plus de Québec. C'est une étude que je n'ai pas vue d'un comité qui ne semble pas être très clair, là, ce comité-là. Alors, rien.
Le lieutenant québécois de Stephen Harper se défend d'avoir bâclé le travail, qualifie le rapport d'indépendant, soutient surtout qu'il prouve l'inutilité d'une loi pour favoriser l'usage du français dans les entreprises québécoises de compétences fédérales. Nous, il est hors de question de faire un débat public, de politiser la chose, puis de commencer à augmenter d'un cran là, tout ce débat-là qui est très sensible en soi. Prudence mal placée, selon l'opposition. On s'entend que si ça va bien, ça va bien. Mais le jour où il y a un problème dans une entreprise avec un travailleur francophone qui travaille dans une entreprise de juridiction fédérale, quels sont ses recours s'il ne peut pas les appuyer sur des droits? Le ministre demeure flou sur la façon dont le comité a été créé. Encore récemment, Christian Paradis affirmait que le groupe de travail n'existait toujours pas. Le document lui reste avare de détails sur le genre de consultations qui ont été menées. N'empêche, il offre maintenant au gouvernement des éléments plus concrets pour justifier le statu quo. Daniel Thibault, Radio-Canada, Ottawa. L'émission Enquête révélait hier que l'actuel maire de Montréal, Michael Applebaum, et son prédécesseur, Gérald Tremblay, ont assisté en 2003 à une activité de financement dans un restaurant lié à la mafia. Or, l'entrepreneur Lee Lally affirme avoir organisé une deuxième soirée, cette fois pour la campagne de M. Applebaum lui-même en 2009. Une soirée qui aurait rapporté 20 000 $, mais le maire Applebaum nie qu'il s'agissait d'une activité de financement. Alain Gravel. Lee Lally déclare avoir organisé 2 activités de financement pour Union Montréal. La première en août 2003 à la Cantina, connue à l'époque comme le restaurant de la mafia. L'ex-maire Gérald Tremblay et Michael Applebaum y étaient présents. Leur parti, Union Montréal, fait état d'une rentrée d'argent officielle de 12 500 $. Mais lors d'une rencontre à ses bureaux, M. Lally nous affirmait que cette activité, qui réunissait des entrepreneurs en construction obtenant des contrats avec la ville, aurait plutôt rapporté 20 000 $. And it was not 12, it was 20 contractors. I know that you have to get guys that have the potential to pay the $1,000 for the dinner, and they're the ones that are working for the city. La deuxième activité de financement que dit avoir organisée M. Lally a eu lieu à la fin août 2009, 2 mois avant la dernière élection à Montréal. Elle devait se dérouler encore une fois à la Cantina. Monsieur Michael Applebaum, souper des financements. That's what it says on the ticket. Okay. Union Montreal. Et c'est toi qui organisais? Yes. OK. Tu te souviens qu'Applebaum était là? Oui, il était là. Cette activité de financement n'a finalement pas eu lieu à la Cantina, puisque 6 jours auparavant, son copropriétaire, l'ex-trafiquant de drogue, Federico Del Pecchio, un bon ami de Lee Lally, était assassiné derrière l'établissement. À la place, elle a eu lieu chez Marathon, la compagnie de M. Lally. Ce dernier a déclaré au quotidien de Gazette que des chèques ont été donnés par la vingtaine de convives, à 1 000 $ le couvert. Michael Applebaum dit qu'il y a prononcé un discours, mais que ce n'était pas une activité de financement. Si lui il a décidé de faire une levée de fonds, ou s'il a décidé de demander des gens de donner des chèques, c'est fait en respectant les règles de le directeur général des élections, mais ce n'était pas une activité organisée pour une levée de fonds. Union Montréal affirme n'avoir aucun rapport officiel de l'activité de financement de 2009 chez Marathon et somme M. Lally de prouver ses affirmations. Alain Gravel, Radio-Canada, Montréal. Maintenant, ces nouvelles révélations s'ajoutent à celles sur un changement de zonage qui aurait profité à des proches de la mafia dans l'ancien arrondissement du maire Applebaum. Yvan, le maire s'est défendu aujourd'hui dans ce dossier et dans plusieurs autres d'ailleurs. Voilà, en fait, le maire Applebaum, qui était particulièrement agité aujourd'hui, Pascal, irrité par toutes ces nouvelles allégations. En fait, il continue de clamer son innocence. Dans le dossier de la transaction immobilière qui aurait impliqué un proche de la mafia, il a dit n'avoir jamais divulgué d'informations sensibles à M. Lee Lally. Et du côté de cette soirée de financement, eh bien, selon lui, elle n'existait pas. Il n'avait jamais été avisé qu'on faisait du financement s'il y en a eu. Il a aussi précisé, contrairement à notre information, qu'il serait sous enquête. Selon lui, les policiers ne s'intéressent pas à son dossier. On peut l'écouter. J'ai parlé avec le superviseur de la Sécurité du Québec. Il m'a dit clairement que je n'étais pas sous enquête. Est-ce qu'il m'a dit la vérité? Moi, je pense que oui. Les partis d'opposition, eux, semblent ne pas trop savoir agir devant cette controverse. Et en fait, on sent vraiment qu'il y a un malaise, Pascal, en ce moment à l'Hôtel de Ville. D'un côté, Vision Montréal, Louise Arel, qui disent
il faudra que Québec s'implique dans le dossier, que le ministre de la Sécurité publique nous dise si M. Applebaum est sous enquête ou non, parce qu'on le sait, les policiers ne peuvent pas divulguer cette information. De l'autre côté, Projet Montréal, on est vraiment plus prudent. On ne veut pas revivre la période de choisir un maire. En fait, il y aura des élections en novembre, donc on préfère se rendre jusque-là. On peut écouter les deux chefs des oppositions à Montréal. Quand le maire de Montréal dit publiquement et catégoriquement « il n'y a pas enquête sur moi », qui dit vrai? Nous ne voulons pas d'une méga-crise semblable à celle de l'automne dernier. Et de toute façon, ça se passerait très mal, là, parce qu'on est tellement proche de l'élection. Et comme si ce n'était pas assez, Pascal, la presse écrite qui a révélé que le maire Applebaum ferait aussi l'objet d'une nouvelle enquête dans son arrondissement, une enquête concernant un contrat de déneigement. Là, cependant, il dit encore une fois n'avoir rien à se reprocher. Merci, Yvan. Au revoir. L'immunité qu'on promet aux témoins qui collaborent à la commission Charbonneau n'est peut-être pas aussi large qu'on le laisse entendre. La Ville de Montréal veut à son tour interroger Lino Zambito, témoin vedette de la commission sur l'industrie de la construction, ce qui ouvrirait la porte à des poursuites contre l'homme d'affaires. Et puis, bien sûr, la procédure pourrait faire réfléchir bien des témoins. Isabelle Richer. Il y avait certaines ententes entre entrepreneurs. L'automne dernier, Lino Zambito a raconté en détail comment un groupe d'entrepreneurs avait fait grimper la valeur des contrats d'aqueduc et d'égouts à Montréal pendant des années. On avait, je vous dirais, entre 30 et 32 de plus. Se croyant à l'abri des poursuites, l'homme d'affaires a tout déballé. On lui avait dit qu'il avait l'immunité, c'est-à-dire que ses réponses ne pouvaient pas être retenues contre lui dans une poursuite. Mais maintenant que la Ville de Montréal a entendu ses aveux, elle veut l'interroger à titre de témoin dans un litige civil. Son avocate estime que cette façon de faire va à l'encontre de l'esprit de la loi. On va interroger M. Zambito dans un autre dossier, dans un dossier civil, puis on va pouvoir utiliser les réponses qu'il va nous donner contre lui. Donc, ça expose définitivement mon client à des poursuites. Pour échapper à cette convocation, Lino Zambito s'adresse à la Cour supérieure. On veut que le débat se fasse parce que c'est toute la question de l'immunité des témoins qui font des déclarations devant la commission Charbonneau, à savoir quelle est la portée de cette immunité-là. Le débat se tiendra au début du mois de juin. D'ici là, les témoins appelés devant la commission pourraient avoir des réticences à tout raconter. Parce que c'est sûr que s'ils n'ont pas l'immunité, je ne suis pas certaine que les témoins vont être aussi à l'aise à collaborer. La commission devra donc se faire encore plus persuasive avec les témoins qu'elle entend convoquer. Isabelle Richer, Radio-Canada, Montréal. Le prêtre arrêté hier dans un presbytère de Sorel-Tracy passera la fin de semaine en prison. Le père Daniel Moreau, 56 ans, a été formellement accusé de possession et de distribution de pornographie juvénile après que les policiers aient saisi du matériel informatique. Dans un communiqué, le diocèse de Saint-Hyacinthe déplore les gestes qui auraient été commis. L'abbé Moreau reviendra en cour lundi. La couronne va s'objecter à sa remise en liberté. Des accusations qui ébranlent bien sûr les paroissiens, d'autant plus que le prêtre était très impliqué auprès des scouts. Je ne pense pas qu'on peut présumer que personne ne va bien dans un pareil contexte, mais il m'est apparu relativement bien compte tenu du contexte global. Là, il ne m'est pas apparu démoli, il ne m'est pas apparu non plus réjoui. Il m'apparaît comme n'importe quel détenu que j'ai rencontré en 34 ans de pratique là, qui fait face à la musique. En sortant à aller promener mon chien, j'ai vu qu'il y avait une voiture de police banalisée, comme d'habitude, puis 6 voitures d'enquêteurs là, la plaque IF, puis c'est ça. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Je peux aller demander. Puis ils sont restés quand même 14-15 heures quand même toute la journée. Au début, je pensais que c'était un contrôle de surveillance autour ici. Ça peut arriver, des fois, on ne sait jamais. Puis finalement, j'ai eu un téléphone d'un voisin qui m'a conté l'histoire. J'ai été vraiment abasourdie. La Sûreté du Québec a ouvert une enquête sur un ex-employé de la morgue de Québec qui aurait pris des photos de cadavres. C'est la coroner en chef qui a transmis le dossier à la police après avoir reçu de nouvelles informations du public. L'employé en question, qui a été congédié il y a 1 an, affirme pour sa part que les photos ne sont jamais sorties des bureaux de la morgue. Il admet toutefois avoir transféré des fichiers sur une clé USB.
Un peu partout dans le monde, comme le témoignent ces images tournées en Égypte, on a souligné la Journée internationale des femmes aujourd'hui. Un 8 mars qui prend une signification toute particulière en Inde, 3 mois après le viol collectif d'une jeune étudiante qui a ébranlé le pays. Frédéric Nikolov. Des dizaines de manifestations rassemblant des milliers de personnes ont eu lieu dans les grandes villes indiennes, comme ici à New Delhi, la capitale. Ces manifestations étaient organisées par des regroupements féministes qui militent en faveur d'un droit des femmes trop souvent bafoué. Nous protestons contre la violence dont les femmes sont souvent les victimes, dit cette organisatrice, mais aussi contre les inégalités sociales et économiques que subissent beaucoup trop de femmes dans notre pays. Ce 8 mars revêt une signification particulière pour les Indiennes. C'est la première journée internationale des femmes après des événements qui ont bouleversé le pays. Le viol collectif et le meurtre d'une jeune étudiante en décembre dernier dans la capitale avaient profondément traumatisé la société indienne. De violentes manifestations avaient eu lieu dans plusieurs villes du pays, principalement à New Delhi, surnommée la capitale du viol. En ce 8 mars, le président du pays a remis à titre posthume une médaille du courage aux parents de la jeune victime. C'était une vraie héroïne, a-t-il déclaré. Elle représentait le meilleur de la jeunesse du pays. Nous devons tout faire pour que cela ne se reproduise jamais. Et le ministre de la Justice l'a annoncé le même jour. Une nouvelle loi appelée à lutter contre le viol sera présentée au Parlement la semaine prochaine. Un record de rapidité, selon lui. Dans les collèges et les universités, les étudiants, en ce 8 mars, ont monté des pièces de théâtre dénonçant cette violence. Ailleurs, cette vedette du cinéma de Bollywood donne des cours d'autodéfense à des jeunes filles. Une façon de rappeler que la place des femmes en Inde est encore à prendre. Frédéric Nikolov, Radio-Canada, Montréal. Les Métis du Canada remportent une victoire historique devant la Cour suprême. Le plus haut tribunal du pays reconnaît qu'au 19e siècle, le gouvernement fédéral a trahi la promesse de la couronne de leur octroyer des terres. Ottawa devra donc négocier des mesures de compensation avec les Métis, ce qui est toute une revanche pour les descendants de Louis Riel. Catherine Dulude. Une journée qui marquera l'histoire. La bataille légale de 30 ans qui opposait les Métis au gouvernement fédéral s'est conclue ce matin. La Cour suprême a jugé que le gouvernement n'a pas honoré les promesses d'octroi de terre au peuple métis, des promesses vieilles de 140 ans. Pour les Métis, cette victoire consolide la place qu'ils occupent dans l'histoire de la fondation du Manitoba. We've been vindicated. Our history has been vindicated. Riel's been vindicated. On donne raison à notre passé et à Louis Riel, le père du Manitoba, dit le président de la Fédération des Métis. Selon cet historien, c'est un pas en avant pour l'identité métisse. Depuis une vingtaine, une trentaine d'années, on voit de plus en plus une fierté métisse, etc. Puis encore, c'est une autre journée de célébrer cette fierté-là. It's an exciting day for us. Les terres promises en 1870 ne sont pas données, mais grâce à ces documents de la Cour suprême, le peuple métis peut maintenant négocier avec le gouvernement. Selon lui, le gouvernement devra avoir une nouvelle attitude autour de la table de négociation. Le jugement du plus haut tribunal du pays conclut que le gouvernement a porté atteinte à l'honneur de la couronne, dit-elle. Il pourrait y avoir des compensations financières. Le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord du Canada affirme que le gouvernement fédéral analyse actuellement le jugement et qu'il souhaite travailler en collaboration avec les Métis. Une décision qui, pour les Métis, honore la mémoire de Louis Riel. Mais si le blason de l'identité métisse est redoré, les acquis des négociations avec le gouvernement, eux, sont incertains. Catherine Dulude, Radio-Canada, Winnipeg.
Bonsoir Gérald. Bonsoir Pascal. Quelle belle nouvelle. Les chiffres sur l'emploi sont très surprenants et encourageants. Absolument, parce qu'on avait eu un ralentissement au mois de janvier et de toute façon, on s'attend à ce que ça ralentisse dans le marché de l'emploi au Canada, compte tenu des statistiques un peu plus négatives et de la faible croissance économique au pays. Statistique Canada rapporte pour février une croissance de 50 000 emplois, 50 700 emplois qui ont été créés dans la plupart des industries, des pertes toutefois dans le secteur manufacturier. Le taux de chômage est stable à 7 %. Quand on regarde par province, malheureusement, au Québec, perte de 13 000 emplois, taux de chômage qui augmente à 7,4 %. C'est davantage l'Ontario, la Colombie-Britannique qui ont stimulé le marché de l'emploi, 35 300 emplois. 7,7 % en Ontario. Nouveau-Brunswick, près de 3 000 emplois. L'Alberta, un peu plus de 4 000 emplois créés au mois de février. Jim Flaherty se fait bien secret sur la date de son budget. Absolument. Ça fait longtemps qu'on attend M. Flaherty pour qu'il nous donne la date du budget. On sait juste que ça s'en vient. Ça s'en vient, là, fin mars, peut-être dans la semaine du 25 mars. Le ministre Flaherty n'a pas donné la date, mais il a rencontré des économistes du secteur privé ce matin qui sont venus lui répéter que la croissance économique demeure modeste et les économistes ont même révisé à la baisse leur perspective de croissance. M. Flaherty dit que l'objectif, c'est toujours l'équilibre budgétaire en 2015. Les marchés? Les marchés, des progressions à New York, parce qu'on avait aussi les chiffres sur l'emploi aux États-Unis qui étaient très positifs aujourd'hui. Ça nous donne une semaine très positive à New York et même à Toronto. Bravo! Progression cette semaine. Merci, Gérald. Au revoir. Le gendre d'Oussama Ben Laden a plaidé non coupable aux accusations de complot qui pèsent sur lui. Souleymane Abou Gaït est accusé d'avoir conspiré pour tuer des ressortissants américains. Il a été arrêté en Turquie et a comparu ce matin devant un tribunal de New York. Abou Gaït était apparu aux côtés du chef d'Al-Qaïda au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 et avait appelé les musulmans à mener une bataille contre les Juifs, les chrétiens et les Américains. Nous vous avons présenté le téléjournal de Radio-Canada, édition internationale. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de TV5 Monde.